Écoutez, bonsoir à tous. Et puis, je suis très heureux de vous inviter dans ce monde de transdisciplinarité. Visiblement, Florent, le message est déjà très clair puisqu'il est derrière toi. Et puis, Bérangère a déjà me proposé un échange de disciplines et de compétences effectivement sur le micro. Et ce soir, il y a peut-être des petites nouveautés ou un nouveau format de conférence pour ceux qui sont habitués à ces conférences du mardi. Et bienvenue à ceux pour qui c'est peut-être la première fois. D'abord parce que ça va être essentiellement un dialogue entre une praticienne, Bérangère en l'occurrence, et puis un théoricien, mais tu n'es pas que théoricien, parfois c'est mal connoté, mais en tout cas, euh, tu vas nous éclairer du fruit de tes recherches, Florent. Ensuite, parce que c'est peut-être la première fois qu'un chercheur universitaire qui travaille sur le sujet des compétences est convié à nous partager le fruit de ces travaux. Et puis, j'allais dire surtout, parce que c'est dans un contexte de coopération, et aussi derrière toi, Florent, tu annonces un groupe et sans doute une communauté de recherche dont tu parleras, le CIRET. Et déjà, dès l'été dernier, nous avions donc, avec la Société anthroposophique, organisé et convié quelqu'un que nous connaissons très bien, Florent et moi, Boris Sirbet, qui est un chercheur qui travaille sur l'évolution des civilisations et donc qui est très aiguisé pour laisser venir et voir ce qui émerge en termes de nouvelles facultés, en termes d'évolution. Et on a eu le plaisir de travailler dans un processus d'études et d'ateliers l'été dernier. Donc, je suis ravi, Florent, de te convier et en espérant qu'il y aura des recherches conjointes et croisées. Alors, ce champ dont nous allons parler, on appelle ça des compétences, et peut-être pour ceux pour qui la notion de compétence est peut-être trop normative, ça peut l'être dans une certaine conception. Moi, je vous propose de l'ouvrir et de l'alléger avec peut-être des mots qui sont plus ouverts et plus doux, comme les facultés et comme les qualités. Et peut-être, si on convoque des compétences d'avenir, c'est peut-être se demander finalement qu'est-ce que les temps présents nous amènent à aiguiser ou à faire émerger. Donc, Florent, tu es chercheur en sciences de l'éducation, tu diriges le CIRET et tu travailles au sein de l'université Sorbonne. Euh, et Bérangère, tu es art thérapeute. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que au-delà de cette compétence et de cette discipline, Bérangère, c'est que tu aussi es formatrice et tu œuvres beaucoup dans le champ du théâtre et donc tu es une formatrice comédienne et que aussi tu as développé en compétences professionnelles l'analyse de pratique, c'est-à-dire une manière d'expliciter ce qui se passe, que ce soit dans des contextes thérapeutiques ou tout simplement d'expression par l'art. Et derrière ces formes d'expression, pourquoi parler de compétences d'avenir? Alors, vous avez tous entendu parler des fameuses compétences du 21e siècle, avec une forme d'ambiguïté, puisque on pourrait imaginer que ces compétences du 21e siècle sont déjà définies. Vous avez peut-être vu, il y a des listes, il y a des belles roues. Voilà, c'est comme si c'était quelque chose à acquérir, à développer, des savoir-être qui sont bienvenus et qui vont être clés. Et peut-être qu'on peut se poser un certain nombre de questions derrière ce que notre culture apporte. Est-ce que toutes ces qualités, est-ce que toutes les qualités sont intégrées dans cette nouvelle nomenclature qui nous ouvre aussi sur des compétences de résilience. Moi, je poserais la question, par exemple, est-ce que l'admiration est comprise? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un champ épuisé des compétences? Sans doute non. Et est-ce que ces compétences, vous savez,
peut-être certains d'entre vous, que par exemple l'esprit critique ou la connaissance de soi, mais par exemple prenons l'esprit critique, est reconnu comme une compétence très importante, que ce soit pour les jeunes ou pour tout professionnel, c'est-à-dire exercer sa compétence. Et donc on peut se poser la question derrière ce terme, quelle approche de l'homme est mise en œuvre et par exemple, comment apprendre à penser. C'est un sujet dont nous allons débattre sans doute ce soir et quels sont les espaces favorables qui viennent ouvrir les compétences d'avenir. Donc on a tous les quatre avec Louis de Fèche, réfléchi et on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait sans doute un espace riche euh, qu'on avait tous pratiqué, c'est l'indicible. C'est-à-dire, ce qui est difficile à dire, est-ce que ce n'est pas une source précieuse? Et à cet égard, Louis, tu nous as proposé de faire un écho à l'œuvre et à la poésie de Victor Hugo. Est-ce que tu veux nous partager un extrait et des points de repère sur cette culture de l'indicible? Oui, tout à fait. Je peux faire cette petite introduction, ce petite porte d'entrée dans le thème de ces compétences d'avenir en regardant d'abord vers le passé, puisque j'étais un peu plongé dans des textes de Victor Hugo lorsque nous avons eu ces échanges, et donc forcément je les ai mis sur la table. Euh, il s'agit d'une compétence aussi qui se révèle à travers Victor Hugo, qui est une compétence prophétique, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il perçoit déjà peut-être des décennies à l'avance ces compétences d'avenir qui vont nous occuper pour peut-être encore longtemps. Et il s'agit aussi de dire l'indicible comme justement sait faire le poète, c'est-à-dire réussir à couler dans des mots ce qui sinon saurait être dit, le poète comme quelqu'un qui dit, quelqu'un mais aussi qui connaît, c'est-à-dire le poète et la poésie comme chemin de connaissance. Donc il s'agit là d'une question d'élargissement des compétences de connaissance du monde au-delà de notre compétence de connaissance rationalisante que nous avons tous appris dans cette société très rationnelle, plus ou moins rationnelle, parce qu'aujourd'hui, la rationalité commence à s'effriter un petit peu. On le sent un petit peu par tous les bouts. Et donc, je veux bien vous introduire à ces quelques pensées rapidement en esquisse que pose Victor Hugo dans un texte que je trouve génial et qui est peu connu, qui a été en fait publié après sa mort, que vous trouverez sur Internet dans Wikisource, c'est-à-dire libre d'accès, et qu'il a appelé Préface de mes œuvres et post-scriptum de ma vie. Donc c'est pour vous dire un peu l'importance qu'il mettait à ces réflexions qui sont un peu des pensées poétiques qui ont été publiées dans un premier temps sous le titre global Ce texte et d'autres prose philosophique de Victor Hugo. Et alors, s'il s'agit d'apprendre à penser, peut-être on pourrait dire que ça commence par, un peu comme quand on fait du ski, il faut apprendre d'abord à s'arrêter. Et c'est peut-être ça d'ailleurs la première chose à savoir faire pour apprendre à penser en termes de compétences d'avenir, c'est d'arriver à arrêter le flux de la pensée pour que la pensée puisse commencer à vraiment acquérir une nouvelle forme que Victor Hugo va appeler, en tout cas c'est ainsi que moi je le comprends, simplement l'observation. Il définit trois étapes, trois facultés de connaissance élargies, de connaissance spirituelle. Alors, comme on est ici dans le cadre de la société anthroposophique, l'élargissement de la connaissance spirituelle, ça nous intéresse, bien entendu. Mais ici, j'ai envie de me baser sur Victor Hugo. Et d'ailleurs, on pourrait se baser sur beaucoup d'autres penseurs, même des penseurs actuels qui travaillent sur cette question de l'élargissement de la connaissance aujourd'hui. Et chez Victor Hugo, on va avoir ces trois étapes, ces trois perspectives, l'observation, l'imagination et l'intuition. L'observation comme un arrêt de notre ratiocination, de notre rationalisation permanente du monde qui le découpe en petits morceaux et petites briques,
pour faire entrer notre pensée dans un acte d'arrêt et d'observation. L'observation, ça peut paraître simple, et en fait, ça demande une véritable activité, une activité finalement supérieure à simplement la rationalisation quotidienne dont notre pensée est la proie voilà, dans sa vie de tous les jours. S'arrêter et observer. Ensuite, imaginer. L'imagination comme connaissance. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et puis intuiter, l'intuition. Alors Victor Hugo met en rapport ces trois facultés, observation, imagination, intuition, avec trois mondes. Le monde humain, donc autant le monde humain tel que nous le voyons autour de nous, de tous ces êtres humains qui forment notre contexte de vie, mais aussi le monde humain comme un monde intérieur, qui lui aussi nous est proche, plus ou moins obscur, plus ou moins profond, celui de la vie intérieure des êtres humains. Et puis, ensuite, après ce monde humain, qui est celui auquel accède l'observation, dit-il, le monde naturel, le monde de la nature, qui est un deuxième, un élargissement de notre regard vers ce monde grandiose qui se manifeste à nous à travers le soleil, la terre, les étoiles, les astres, les plantes, les arbres, les mers, les déserts, les champs, les forêts. Au-delà de l'humain, ce monde de la nature, grandiose, qui nous entoure, et auquel Victor Hugo rattache l'imagination. Et puis un troisième monde qu'il va nommer d'un mot qu'il n'aime pas trop, mais il n'en trouve pas d'autre, il l'appelle le monde surnaturel. Et alors, si on rentre dans ce qu'est-ce que c'est que ce monde surnaturel qu'il nomme ici, peut-être on pourrait penser à ces forces qui sont encore plus loin que le monde de la nature, qui sont derrière. Qu'est-ce qu'il y a dans le soleil? Qu'est-ce qui anime le soleil? Quel est le destin de ce soleil, par exemple? Quel est ce qui fait pousser cette forêt? Pourquoi cette forêt a cette atmosphère-là et l'autre, cette autre atmosphère? Pourquoi cette forêt est faite de petits chênes tout biscornus sur un sol rocheux en Ardèche? Et pourquoi cette forêt de chênes immense, par exemple, en Auvergne? Euh, Quelle est cette force qui s'exprime derrière ce que je vois, qui pousse là le monde naturel, mais qui me reste encore invisible, ce monde des forces profondes qui animent le monde surnaturel, le monde qui est encore au-delà de la nature visible, auquel je pourrais accéder, selon Victor Hugo, par l'intuition. Alors je crois qu'il parle ici d'un chemin, et là je vais évoquer un nom parce que c'est un nom très peu connu et j'ai envie que vous le connaissiez. Il s'agit de Louis Lavelle, un penseur français très méconnu, mais qui est un des derniers grands spiritualistes classiques, j'ai envie de dire, de la pensée française, et qui lui-même aussi parlait de l'élargissement de la connaissance, et qui parlait de connaissance participative, de comment l'esprit humain peut se développer pour développer une connaissance participative au monde humain, au monde naturel, monde surnaturel, mais aussi une connaissance qui est basée, comme le dit Lavelle, sur la conscience de la présence de l'être dans les choses. Je voulais apporter ce point de vue de Lavelle pour éclairer aussi cette proposition de Victor Hugo. Observation pour le monde humain, c'est-à-dire finalement, dans le monde humain, dans ce monde un peu chaotique de l'âme humaine et de ses pérégrinations, observer, réunir, rassembler les observations, prendre le temps de s'arrêter pour observer du plus précis au plus profond ce monde humain, et puis monde naturel, imagination, imagination qui normalement est sauvage, l'imagination elle fait ce qu'elle veut, mais dans le monde naturel, les choses ne font pas ce qu'elles veulent. Dans le monde naturel, les choses sont ordonnées, les choses ont une harmonie. Donc quand la connaissance humaine s'élargit empathiquement au monde naturel, elle s'éduque aussi à une certaine forme d'harmonie des choses. Il y a des choses qui croissent, qui se développent
qui vivent et d'autres qui meurent. Et cela répond à des lois organiques, à des lois, j'ai envie de dire, cosmiques, qui, dans un premier temps, peuvent être étrangers au monde humain, mais qui, si l'être humain s'y colle, s'y intéresse, s'y lie, alors peut-être deviennent éducatrices d'une nouvelle forme d'imagination objective, d'imagination qui n'est plus simplement de la fantaisie, mais qui est une façon de voir organique des phénomènes autour de nous. Donc on passe de l'observation à l'imagination et puis on arrive au monde surnaturel qui nous dépasse largement, qui dépasse même celui de la nature visible et qui est présence pure, qui est présence dans ce monde euh, grandiose dans lequel nous sommes et mystérieux mais empli de présence, et une présence qui ne serait accessible qu'à cette troisième qualité dont parle Victor Hugo, l'intuition. Qu'est-ce que c'est que cette intuition dont il parle ici? Peut-être cette conscience de la présence de l'être dans les choses, cette présence mystérieuse de l'être dans le soleil, dans l'arbre, dans la fleur, aussi dans l'être humain, et qui en fait se manifeste pas à notre rationalité sèche telle que nous savons si bien la pratiquer, mais à une autre forme de connaissance qui est une connaissance liée, selon Louis Lavelle, à un développement de notre force de volonté. Donc, notre force de volonté déjà présente dans l'observation, aussi présente dans l'imagination, mais encore plus dans cette mystérieuse intuition de la présence au sein du monde, de cette présence surnaturelle. Alors, je vais terminer en citant Victor Hugo pour conclure cette petite introduction au thème, ou dans laquelle peut-être pourront résonner quelques caractéristiques de compétences d'avenir pour l'humanité, de compétences aussi nécessaires. Alors, comment définit-il ces trois qualités d'observation, d'imagination et d'intuition? Comme l'antique Jupiter d'Égine a trois yeux, le poète a un triple regard: l'observation, l'imagination, l'intuition. L'observation s'applique plus spécialement à l'humanité, l'imagination à la nature et l'intuition au surnaturalisme. Par l'observation, le poète est philosophe et peut-être législateur. Par l'imagination, il est mage et créateur. Par l'intuition, il est prêtre et peut-être révélateur. Révélateur de faits, il est prophète, révélateur d'idées, il est apôtre. Et cette connaissance, cette nouvelle forme de connaissance à laquelle il fait appel, peut être aussi être perçue et être comprise comme étant aussi le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté, on parle beaucoup de la liberté, l'homme moderne en a fait le centre de ses préoccupations, alors que cette liberté était encore quelque chose d'un peu dangereux pour les antiques. Elle est devenue le centre de la préoccupation de la modernité, mais parfois on pourrait se dire encore seulement comme un tout petit germe d'avenir. Et Victor Hugo voit dans le développement de cette conscience aussi la réalisation de l'homme libre, de l'homme qui se libère du mécanisme de la rationalité et du matérialisme, parce que dans ce texte, il passe beaucoup de temps à critiquer la science matérialiste qui, justement, au XIXe siècle, vivait sa gloire et son arrivée triomphante. Il décrit justement les limites de ce matérialisme, et en particulier pour l'épanouissement de l'âme humaine, pour l'épanouissement du mystère humain en toute liberté. Et je vais terminer justement sur un petit extrait de ce même texte où il, en mots poétiques, décrit comment l'âme qui s'élargit et qui élargit sa faculté de se lier au monde par une connaissance qui se développe poétiquement, il devient aussi le lieu de libération de l'âme humaine. L'homme veut être eau courante. Chose merveilleuse, la liberté, c'est la santé.
un ruissellement, un murmure, une pente, un parcours, un but, une volonté. Pas de vie sans cela. Sinon, une prompte pourriture. Vous serez fétide et vous donnerez aux autres votre peste. Le despotisme est miasmatique. Se délivrer, c'est se désinfecter. Aller en avant est un assainissement. L'âme dans l'homme est une inquiétude. L'infini hors de l'homme est un appel. L'infini s'ouvre, l'âme entre. Entrer, c'est marcher. Entrer, c'est voler. Entrer, c'est planer. Qu'est cela? C'est du désordre. Demandez à la cage ce qu'elle pense de l'aile. La cage répondra, l'aile, c'est la rébellion. Merci Louis pour cette mise en bouche et plus que ça, pour cet élargissement et, et peut-être pour cet avant-goût de l'indicible sur lequel vous allez débattre, Bérengère et Florent. Et peut-être, Florent, je te passe en premier la parole et en écho au propos de Louis, souligner combien cet élargissement, toi-même, tu le pratiques dans tes études, puisque tu œuvres collectivement sur ce qu'on appelle un paradigme éducatif intégral, c'est-à-dire où tu relis corps, émotion, pensée, groupe, nature et sans doute d'autres choses. Donc, cette ouverture qui sans doute va frayer avec des points aveugles de notre corpus culturel actuel, c'est intéressant de voir. Peut-être que tu nous proposes quelques points de repère de ce transdisciplinarité qui est bien marqué derrière toi. Et aussi parce que toi-même, tu es allé explorer, tu es allé explorer autour de la spiritualité laïque. Victor Hugo convoque en nous le prêtre, le prophète, et nous invite à ouvrir de larges horizons à nous. Et toi-même, avec ton groupe, et peut-être avec le CIRET, vous œuvrez pour aller ouvrir tous j'allais dire, ces zones que peut-être Victor Hugo qualifiait de surnaturelles, ou en tout cas qui sont au-delà de notre pensée commun. Est-ce que tu veux nous donner quelques points de repère sur les travaux qui fondent la transdisciplinarité? Florent, ensuite, vous allez rapidement rentrer dans un échange praticien, théoricien, et tu n'es pas que ça. Et pour ma part, je serais ravi, et n'hésitez pas de consigner sur le chat du Zoom si vous avez des questions et des remarques, et je tenterai d'être médiateur. Et en règle du jeu chronologique, nous avons 1 heure jusqu'à 21h30, quitte à dépasser pour ceux qui auraient d'autres questions, qui pourraient aller au-delà de ce temps imparti. Florent. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci aux organisateurs, aux présents. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer de nouvelles audiences et de pouvoir échanger comme ça. Dans un premier temps, si tu me permets, je vais faire quelques rebondissements, quelques répercussions par rapport à ce que nous avons déjà entendu depuis le début et petit à petit donner une vision sur effectivement ce qui m'anime dans les groupes de chercheurs et de praticiens, essentiellement enseignants, que je fréquente. Alors, tu as eu, Jean-Philippe, la bonne idée de préciser dès le début de ton intervention que le terme de compétence n'était peut-être pas le mieux approprié. Et c'est vrai que les compétences, c'est un peu cette novlangue qui nous vient du monde de l'entreprise, avec tous les rapports de domination qu'elle véhicule consciemment et malheureusement le plus souvent inconsciemment, et qui fait que finalement on devient acteur malgré nous de la perpétuité
d'un système qui mène tout simplement, que René Barbier appelait le capitalisme de catastrophe, hein, qui mène à la fin des ressources disponibles pour les êtres humains. Alors, comment on peut articuler tout ça? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Tu as parlé de faculté, de qualité. Moi, j'aime bien le terme d'habilité. Ça nous ramène en plus à notre histoire Homo habilis, hein, qui nous permet de remonter dans la nuit des temps et de faire le lien jusqu'à maintenant. Et je vais reprendre un terme que Edgar Morin utilise. Lui, il aime bien parler des savoirs. En l'an 2000, à la demande de l'UNESCO, il a rédigé un opuscule d'une centaine de pages, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, qu'on trouve gracieusement disponible intégralement sur le site de l'UNESCO, donc, et aussi ailleurs. Je vais juste les lister. La connaissance pertinente, la condition humaine, l'identité terrienne, Gaïa, l'incertitude, la compréhension mutuelle vers le vivre ensemble et l'anthropo-éthique. Déjà, en l'an 2000, la question de l'éthique. Alors, pourquoi je parle de Edgar Morin? En fait, c'est un des cofondateurs de cette merveilleuse association que vous voyez derrière moi, le CIRET, le Centre international d'études et recherches transdisciplinaires. La transdisciplinarité telle que nous la comprenons, c'est entre, à travers, au-delà des disciplines. Ce qui va donc nous amener à sortir des silos académiques auxquels on est habitué et qui en fait nous isolent du monde et donc qui nous isolent les uns des autres. Et dans la transdisciplinarité, on va chercher au contraire à unir et comprendre les phénomènes globaux de régulation. Le CIRET a été fondé par une quarantaine de personnes en 1987, vraiment des esprits phares, hein, de cette époque. Il n'en reste plus qu'une dizaine, malheureusement, maintenant. Et notamment à l'initiative du physicien quantique Bassarab Nicolescu. Et c'était vraiment révolutionnaire à leur époque, puisqu'ils ont voulu faire le pont entre les sciences dites dures et les sciences dites molles pour comprendre les interactions réciproques. Et sur une quinzaine d'années, Nicolescu a développé ce qu'on appelle désormais les 3 axiomes de la complexité. Pardon, les 3 axiomes de la transdisciplinarité. Le premier, c'est le principe du tiers inclus, qui est donc totalement opposé à la rationalité de Descartes, qui est celle du tiers exclu, où il va s'agir de disséquer en plus petit nombre de morceaux possibles pour comprendre comment fonctionnent les éléments, sauf que ce faisant, évidemment, on perd la vue d'ensemble. Donc le tiers inclus vise à réconcilier non pas des oppositions, mais des antagonismes, en comprenant ce qui est commun à ce qui semble séparé. Pour cela, on va faire un accroissement de conscience qui va nous permettre de changer de niveau de réalité pour pouvoir intégrer dans un tout qui fait sens et qui va vers la coopération, terme que tu as utilisé tout à l'heure, plutôt que vers la division et l'opposition. Et donc, de niveau de réalité en niveau de réalité, par une accumulation de tiers inclus, on arrive au troisième axiome, qui est celui de la complexité, qui nous renvoie également aux travaux d'Edgar Morin. Et là où l'ensemble du tiers inclus des niveaux de réalité et de la complexité deviennent, allez, j'allais dire le terme merveilleux, c'est qu'ils vont nous permettre de réconcilier cette division ontologique entre l'homme et la nature, entre le monde des sujets, le monde des objets, par un concept que Nicolescu a appelé le tiers caché. Ce tiers caché, tellement bien caché qu'il est assez difficile d'en parler, certains vont rester au niveau quantique dans la lignée de Lou Pascoe avec les termes de potentialisation d'actualisation, par exemple, qui sont des cycles. D'autres vont peut-être y voir un côté mystique qui nous rapprocherait d'un indicible. Mais ce tiers caché, en tout cas, nous montre comment les civilisations, les religions, les cultures, les spiritualités
ont pu émerger dans une autopoïésis de co-création entre le monde de l'humain et le monde de la nature. Je vais poursuivre un peu, je ne vais pas être trop long, hein, avec Louis, que je remercie pour cette merveilleuse présentation de Victor Hugo, qui est tellement inspirant, et de ces trois actions d'observation, imagination, intuition, en lien avec les mondes humains, de la nature et du surnaturel, dont il dit lui-même d'ailleurs qu'il emploie le terme surnaturel à défaut d'un autre terme, puisqu'il considère que le surnaturel, c'est simplement ce qu'on ne comprend pas encore des phénomènes de la nature, mais que entre le moment où il écrit, où il fait par exemple des grandes descriptions sur les courants qui parcourent les océans et qui sont chauds, qui sont froids, et on voit qu'il s'inspire beaucoup de littérature scientifique de son époque, il a tout à fait la conscience, et c'est ce qu'on cherche à faire au CIRET, hein, c'est de toujours un peu plus Isis dévoiler pour nous rapprocher d'une réalité qu'on ne peut comprendre qu'à travers de notre expérience du réel. Mais c'est pas parce que c'est long et difficile qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, les découvertes sont merveilleuses à chaque fois, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, c'est extrêmement d'actualité. Parce que si tu prends l'observation, moi, ça me fait tout de suite penser à quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a pu s'épanouir dans votre écosystème, qui est Krishnamurti, avec notamment la flamme de l'attention, hein, de l'observation à l'attention. On retrouve ici tout à fait des liens, et pour les ramener dans notre monde contemporain, toutes les disciplines issues de la pleine conscience, la pleine présence, peuvent trouver des racines et des explications là-dedans, jusqu'aux neurosciences. L'imagination, c'est bien sûr Bachelard, Durand, et c'est aussi pleinement utilisé, je pense notamment en psychagogie, qui se développe en ce moment même au Canada, où le praticien travaille sur les images et sur l'imagination. Et enfin, l'intuition. Euh, je vais faire un petit pont avec le monde de l'éducation, qui est vraiment celui que je connais le mieux. J'ai cherché depuis pas mal de temps également à décliner toutes ces thématiques dont nous venons de parler de façon concrète pour que les enseignants, les éducateurs puissent le mobiliser dans une pédagogie renouvelée, pédagogie que j'ai appelée la P4I, parce qu'il y a 4 I qui la composent. Le premier I, c'est pour l'intégration, donc c'est quitter le monde du séparé pour rechercher celui de l'uni. Le deuxième, c'est l'implication, parce qu'il ne suffit pas de tirer les enfants par les cheveux pour qu'ils grandissent, comme dirait Philippe Mérieux. Il faut qu'ils soient acteurs de leur parcours. C'est également l'intention, l'intentionnalité. Pourquoi fait-on les choses? Et là, on se rattache à nouveau à la question de la conscience. C'est ça qui va nous permettre de donner du sens. Et enfin, le quatrième I, c'est justement celui de l'intuition. Parce que nous ne faisons pas des robots, des métiers, et c'est encore plus le cas, j'imagine, Bérangère nous en parlera probablement tout à l'heure, nous ne sommes pas des robots qui appliquons des recettes qui n'existent pas. Sinon, tout irait bien depuis longtemps. Et donc, ramener l'intuition dans le domaine du rationnel me semble, en tout cas les mettre en dialogue, et non plus en opposition, comme je disais, me semble très important. Alors pour terminer, Louis Lavelle, qui était également convoqué par rapport à son intérêt pour les règles naturelles de la vie, ça me semble vraiment une très bonne clé. Chercher à nous rapprocher dans toutes nos dimensions. Alors, tu as cité effectivement, moi, celle que j'aime bien mobiliser, c'est le corps, l'émotion, le mental, le fait de vivre en groupe, mais en lien avec la nature, et tu ne l'as pas cité tout à l'heure, mais le sentiment de ce qui nous dépasse, et qui va nous permettre de mettre là-dedans à peu près ce que chacun aura envie en fonction de ses convictions, de ses croyances, de son éducation, de sa culture, etc., mais qui nous réunit, que nous avons en commun. Eh bien, effectivement, comme le disait Céline Alvarez, ou Henri Laborie, le biologiste qui a étudié les phénomènes allant de l'organique jusqu'au sociologique, notamment sur la reproduction des systèmes à l'identique, et là c'est Bourdieu, Passeron, etc. Eh bien, en fait, ceci nous amène à actualiser, voilà, tous ces penseurs, toutes ces personnes, tous ces chercheurs, pour en faire quelque chose de concret dans la vie contemporaine actuelle, parce que puisqu'on parle
un petit peu d'évolution des espèces, et notamment de l'espèce humaine. Vous savez certainement quand est-ce que le GIEC, le Groupement international d'experts du climat, a prévu la fin, la 5e extinction de masse qui nous concerne, hein, celle de l'espèce humaine, due à l'accroissement du réchauffement climatique jusqu'à 50 degrés selon les régions du monde. Et ben, cette projection s'établit pour 2050. Hein, elle s'établit donc maintenant dans 24 ans. Ce qui veut dire que si nous n'accroissons pas suffisamment individuellement et collectivement notre conscience pour envisager cette finitude qui est pas après-demain, même pas demain, qui est tout de suite, disons-le, eh bien, comment faire si on souhaite sauver l'humain de l'homme? Alors pour cela, évidemment, à nouveau, pas de baguette magique, mais je profite de la présence parmi nous de Germain Buffetot, qui a été co-auteur avec moi-même et deux collègues, dont l'un malheureusement nous a, Bruno Mattei, désormais quitté, et Antoine Valabrègue. Nous avons commis en 2017 un ouvrage qui s'intitule Réinvestir l'humain, individu, collectif, société, où nous abordons ces grandes questions et où nous proposons des outils pour réfléchir collectivement et essayer de mettre en place d'autres trajectoires, c'est-à-dire d'actualiser maintenant un potentiel futur qui n'est pas celui vers lequel nous mène la route dans laquelle nous nous trouvons majoritairement pris. Voilà, alors bon, je m'arrête là. C'était pour faire le lien un petit peu donc entre la recherche, la pratique, du point de vue de la vie scientifique et de ce qu'on peut en faire dans les sciences de l'éducation, dans lesquelles, évidemment, la dimension transversale du sensible et donc du culturel et de l'artistique trouve toute sa place, insuffisamment à mon goût, donc je serai pour en augmenter encore plus l'apport dans les programmes, mais, et c'est peut-être un challenge, sans la séparer. Donc, je repose la question, comment mettre de l'art partout, puisque comme disait un des personnages de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. On a peut-être une clé ici, et Bérangère, je serais très intéressé de connaître ton point de vue sur la question. Alors, ce que je vois, c'est que finalement, Florent, tu es en train d'esquisser non pas le P4I, mais le P5I avec le cinquième I de l'indicible et le sentiment de ce qui nous dépasse. Est-ce que dans ta pratique théâtrale et dans les autres arts dont tu es thérapeute, tu sens cette dimension intégrative, Bérangère? Oui, bonsoir, merci. Euh, j'ai envie de faire le lien avec ce que euh, d'abord Louis, puis Florent présente. Moi, j'ai commencé ma pratique d'art thérapeute en prison et l'univers carcéral était d'une telle intensité sur le plan mental, pour le coup, euh, que la raison d'être d'un art thérapeute est donc d'amener de la beauté, d'amener un espace de liberté dans un espace de coercition extrême. Euh, C'était pour moi, dans un premier temps, déjà amener la dimension tête, corps, cœur, et ça a été amené d'une autre façon par Florent. Euh, mais ces personnes dans le milieu carcéral étaient privées de la nature. Et je trouvais que c'était, euh, vu ma sensibilité, la pire des choses qu'on pouvait faire à, à un homme, malgré leurs actes. Et amener de la beauté, amener du sensible et amener le processus artistique me paraissait assez soutenant pour ouvrir des espaces. Et la notion d'observation, notamment. Et souvent, elle est liée à l'interprétation, c'est-à-dire que dans les différentes pratiques que j'ai, que ce soit l'analyse de la pratique, l'art-thérapie au sens large, ou les espaces de formation dans lesquels j'interviens, les gens, j'ai pu observer justement que 90% de leur activité mentale est de l'interprétation. Et comment, à travers l'outil du théâtre notamment,
et d'autres pratiques, parce que je suis formée aussi à la communication non violente, à la méditation de pleine conscience, comment on peut ramener, euh, Louis parlait d'élargissement de connaissances, mais pour moi, ça passe par l'élargissement de conscience qui est de revenir à la notion d'observation et de pouvoir de faire un backup et d'observer à quel point dans mon quotidien j'interprète et que tout passe par le filtre de mon mental. Et tous les espaces dans lesquels j'interviens, j'essaie à chaque fois d'amener du corps, d'amener du cœur, et ça fait écho au triptyque aussi du coup d'observation, d'imagination et d'intuition, avec cette notion d'intention à laquelle j'essaie d'être hyper vigilante, c'est-à-dire que comme j'ai plusieurs casquettes et que j'utilise quand même globalement la mise en corps à travers différentes formes de théâtre, j'essaye au maximum d'amener les gens à l'intention dans laquelle ils sont ou dans laquelle ils pourraient être pour l'espace qui s'ouvre, que ce soit un espace de soins, un espace d'analyse de la pratique ou un espace de formation. Euh, voilà. Après, sur la notion d'indicible, je ne sais pas. Euh, j'ai envie juste dans l'importance de la notion d'intention qui a été évoquée par Florent sur donner du sens. Une partie de mon activité est vraiment centrée sur la relation. Je suis passionnée par la relation et je pose toujours la question euh, du sens qu'ont chacun de mes actes et quand chacun de mes actes partent du cœur ou sont impulsés par le corps, qu'est-ce qui se passe? Euh, et pour moi, l'accès aux compétences d'avenir, justement, et la capacité à élargir sa conscience, c'est euh, descendre de ce mental hyperactif quelque part et comment du cœur et du corps, je capte la nature, je capte l'indicible, je capte l'invisible. Et puis surtout, la dernière chose que je peux amener, c'est euh, on est à 5-10% conscient, 90% inconscient, en tout cas c'est ma croyance. Tous les processus de création, même les plus infimes, nous amènent à chaque fois des clés pour amener de l'inconscient au conscient et comment du conscient au surnaturel, on peut justement amener une forme d'évolution. Voilà, j'ai dit. Est-ce que je peux faire un petit retentissement, aurait dit René Retentit, Florent. Barbier? Merci Bérangère. J'aime beaucoup notre voix à deux, hein, quand on a un petit peu préparé parce que entre l'afro-théoricien que je suis et les pratiques dont tu viens de partager avec nous quelques éléments, je trouve qu'on se complète vraiment. Et unir ce paradigme, hein, tête, corps, cœur que tu as, qui résonne tout à fait avec celui que j'ai proposé, corps, émotion, mental, nature au-delà du mental. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des phénomènes de circulation, hein, selon si, qu'on descende, qu'on remonte de l'immanence, de la transcendance, en tout cas de la vie, très certainement. Et cette vie, tu l'as dit, c'est ce lien avec la nature. Et Pierre Vell, qui faisait à la fois de la transdisciplinarité et de la psychologie transpersonnelle, pour lui, il y avait vraiment trois pôles essentiels dans la compréhension des phénomènes du vivant. C'était l'humain, la société et la nature. Et si on se coupait de la nature, effectivement, on engendrait une série de désordres allant s'amplifiant. Et j'ai envie de vous proposer à tous là qui formaient l'auditoire et surtout ceux qui ont leur visio caméra ouverte, je vais vous proposer, si vous voulez bien, un petit jeu à faire ensemble qui n'est pas très long et qui va peut-être nous permettre de faire un point là où on en est de notre échange. Alors, ce jeu va se dérouler en 3 étapes. Donc là, je vais essayer de faire ce que les profs appellent des consignes claires. Donc la première étape, ce sera de fermer les yeux.
À la deuxième étape, je vais vous poser une question collectivement. Et tout en gardant les yeux fermés, à cette question, chacun va répondre tout de suite, sans réfléchir, par un geste qu'il essayera de faire dans le champ de sa caméra. Parce que quand il aura fait son geste, eh bien, il maintiendra son geste, mais il ouvrira les yeux. Et comme ça, on va pouvoir, on a une douzaine de caméras, quinzaine de caméras ouvertes, on va pouvoir voir quels sont les gestes que chacun va faire en réponse à ma question. Et si vous voulez ouvrir votre caméra maintenant pour participer à ce jeu, comme vient de le faire Gabriel, vous êtes les bienvenus. Merci Johan. On va laisser encore quelques instants, le temps que Louvar nous rejoigne également. Donc je rappelle les 3 étapes. La première étape, je vous dirai fermez les yeux. Deuxième étape, je vais vous poser une question. Et troisième étape, vous répondez à cette question par un geste. Et quand vous avez le geste, vous le maintenez, vous ouvrez les yeux et vous regardez la magnifique famille humaine que nous formerons. Alors, on y va. Première étape, fermez les yeux si vous le voulez bien. Attention, je vais donner la question à laquelle vous allez répondre sans réfléchir rapidement par un geste. Voilà la question. Veuillez désigner où se trouve la nature. Alors, ceux qui font déjà des gestes, ouvrez les yeux, maintenez vos gestes. Voilà. Et c'est là où je m'aperçois que ce soir, nous sommes vraiment avec un public d'éveillés total, hein, puisqu'il n'y en a quasiment aucun qui a montré vers la fenêtre. C'est bon, vous pouvez détendre vos bras. Quand je pose cette question en amphi avec mes étudiants de master 1 ou 2, je les prends en photo à chaque fois parce qu'à 98%, c'est là, hein, c'est de l'autre côté, derrière la fenêtre. Et ceux qui, comme l'immensité d'entre vous, se sont montrés, ont montré au-dessus, ont fait des gestes montrant une complexité, une circulation, etc., il n'y a guère qu'au Brésil, hein, justement, que je retrouve ce type d'attitude. Donc, nous sommes ce soir entre Bouddha réalisé, et je pense qu'on va donc pouvoir continuer très loin cet échange autour de l'indicible en lien avec la nature, puisque nous avons compris que ce n'est pas la nature qui a besoin de nous, mais que c'est nous qui avons besoin d'elle. Et que plus on continue à la maltraiter, à s'en abstraire, volontairement ou involontairement, et Bérangère nous rappelle que cette privation du contact avec la nature est très certainement la pire des choses qui puissent nous être infligées. Et bien donc, comment réintroduire de la nature dans notre vie humaine? Ça peut être peut-être une façon de continuer également vers cet indicible qui nous englobe tous. Ça a été aussi dit dans l'introduction, comment faire pour passer du savoir-faire justement au savoir-être. Et que pour moi, l'indicible, c'est justement être et savoir-être. Dans le même sens, les compétences d'avenir pouvaient être qualifiées par Edgar Morin, c'est ça, de savoir. Et justement, je crois que c'est Louis qui disait que l'art est comme chemin de connaissance. Et ce que permet l'imagination, ce que permet le processus de création, c'est plonger dans un espace qui n'a pas forcément été cultivé euh, dans tous les milieux et encore moins, même si c'est pas toujours vrai, mais dans le milieu carcéral dans lequel j'ai fait mes premières années d'art-thérapie. Euh, et souvent, je posais une question aux détenus qui était euh, quelle est la seule personne qui peut vous aimer comme vous avez besoin? Et souvent, les détenus cherchaient voilà, papa, maman, mes frères, mes sœurs, et de ramener à soi, qui me semblait l'urgence quand justement on est privé du contact avec la nature, et que les conditions d'enfermement, enfin, il y a rien en fait qui prépare à l'enfermement. Et si demain on était, enfin, sur 4 personnes qui pourraient entrer en prison entre guillemets et donc couper de la nature, il y a 1 sur 4 qui décompense. Enfin, qui aurait le potentiel, on va dire, de décompenser. Donc, j'ai eu une intention massive sur le terrain du transfert et donc du contre-transfert
d'ouvrir des espaces. Le transfert, on peut dire que c'est de l'amour, ou en tout cas d'ouvrir un champ des possibles à travers le corps. Euh, J'utilisais notamment en prison l'argile, le découpage collage, la peinture, et surtout je lisais des contes. J'ai énormément lu de contes en prison parce que justement ça ouvre un espace et ce qu'il me semble est de l'ordre de l'indicible, c'est comment dans un processus de création, la personne entre grâce à une consigne dans un process qui petit à petit l'amène à des prises de conscience, l'amène à de la compréhension de soi, du système familial, des systèmes dans lesquels ils évoluent. Et voilà, il y a évidemment pour moi, l'invisible, l'indicible ne peut se trouver qu'à l'intérieur d'eux et comment je peux leur permettre, enfin, je peux, en tout cas en ouvrant un espace de liberté, et c'est ce que je fais dans les espaces de formation ou d'analyse de la pratique, c'est que pour moi, dès qu'on rentre dans un processus de création, l'intuition est là, l'indicible est là, et comment, quand tête, corps, cœur sont dans une vraie disponibilité, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi ma vocation en tant que professionnelle, c'est de tenter d'ouvrir des espaces dans une dynamique de neutralité, dans le sens feuille blanche, sur ce que je peux proposer aux personnes et donc au groupe qui a été évoqué aussi, parce que c'est cette réflexivité et cet indicible et cet inconscient collectif, il est possible aussi grâce au groupe. Voilà, et dans La beauté sauvera le monde, que je crois que Florent a nommé à la fin. Euh, pour moi, voilà, la beauté peut s'exprimer dans n'importe quel espace, jusque dans le pire espace dans lequel j'ai pu évoluer, qui est une maison centrale, là où la compression et l'univers est tellement dur que la ressource est à l'intérieur et donc soutenir pour aider le chemin, j'ai dit. Est-ce que tu veux dire par là, Bérangère, est-ce que tu mets sur la voie que, à travers ton expérience d'espace de coercition, finalement s'ouvre via l'indicible, qui est finalement le sas, j'allais dire amont, qui place dans la confrontation à soi-même avec, et ça peut être la blessure, ça peut être le trauma, ça peut être l'incident, qui finalement, dans l'accueil qu'on peut faire, euh, peut constituer une sorte de carburant sur une nouvelle connaissance, c'est-à-dire fait émerger. Je dis ça parce que Stéphanie Bennett est avec nous et le 10 février, elle développera son approche du retournement de l'âme à travers des expériences de retournement de trauma et sans vouloir faire une apologie de la blessure et du trauma, mais dans notre condition humaine aussi, d'inclure, puisque l'approche du CERET est intégrative, toute forme d'événement, d'incident, voire d'insupportable, qui finalement a peut-être une symétrie dans sa transformation. Et se poserait du coup la question, pour produire cette nouvelle connaissance qui vient de nos expériences, parfois immanentes ou imminentes comme la mort dans son extrême, est-ce que ce ne sont pas des conditions collectives aussi qui peuvent être favorables pour que l'indicible ne reste pas, j'allais dire, un statut muet, c'est-à-dire un emprisonnement, et qu'il n'y ait pas cette traduction et cette transformation. Et donc, est-ce que faire émerger des compétences d'avenir n'est pas aussi une œuvre collective? Et je vois que dans ton paradigme éducatif, Florent, il y a le groupe, c'est-à-dire aussi la résonance, pour autant que dans le groupe, il y a un accueil, une bienveillance, et que la difficulté que je me coltine, source de connaissances, pour autant que ça soit supportable de la partager. Autrement, je reste muré. Donc, c'est peut-être une voie que tu nous invites et je voudrais savoir, Florent, comment ça résonne pour toi dans tes travaux. Bah, une fois de plus, je vais me mettre en résonance avec Bérangère parce que je vois que au-delà des mots et de la façon dont nous incarnons dans nos vies ces grands dessins
que nous évoquons, on est tout à fait en parallèle ou dans une certaine forme de symbiose. Euh, Ainsi, tout à l'heure, il a été évoqué la question des savoirs et des savoir-être. Eh bien, figure-toi que dans la novlangue de l'éducation nationale, c'est exactement les termes à la mode. Hein, on ne transmet plus seulement des savoirs, au travers notamment des programmes, mais également des savoir-être, et ceci officiellement depuis vers les années 2003-2005, avec la première instauration de ce qui est maintenant le SCCC, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et la culture est venue se rajouter après les connaissances et les compétences. Donc, ça évolue dans le bon sens, au moins dans les termes. Ben, oui, parce que les termes, on voit écrits sur toutes les écoles, mais pas que, les mairies, liberté, égalité, fraternité. Mais comment passer des mots aux actes? Alors moi, j'aime bien, je trouve que ce serait sympa, en plus des savoirs et des savoir-être, de développer un troisième pôle, parce qu'en fait, pour se développer, il faut bien sûr au moins une dialogie, mais une trialectique, c'est encore mieux, un pôle à trois pour ne pas rester en miroir, justement, ou en transfert, contre-transfert. Donc, les savoirs devenir me sembleraient tout à fait utiles à travailler, à développer en complément des savoirs académiques et des savoir-être. Et justement, pour ça, j'ai théorisé, alors je suis désolé, c'est mon péché mignon, hein, mais peut-être une façon qui permettrait d'explorer cela, qui serait de conjuguer, de mettre en trilogue le développement personnel, le développement professionnel et le développement collectif. Et là, je rejoins cette notion du groupe, Jean-Philippe, que tu évoquais juste avant. Parce que du coup, dans cette triade, eh bien, finalement, tous les aspects de notre vie vont se retrouver au service les uns des autres et non plus en concurrence, mais en coopération. Hein, c'est-à-dire si, en même temps que je fais mon job, je travaille sur moi-même, que dans mon job, j'arrive à réinjecter le travail que j'ai fait sur moi-même et que cela, je le fais de façon consciente et intentionnée dans un collectif, que ce soit les collègues, l'entreprise, l'institution, et que j'élargis encore ma conscience, je rentre dans un projet de société dans lequel on puisse faire société, et bien à ce moment-là, on va détricoter, ou plutôt on va construire de l'humain, j'ai même envie de dire jusqu'au transnational, hein, au-delà des frontières, qui ne sont que des créations de l'esprit, de la même façon que on peut faire le parallèle depuis l'atome jusqu'au cosmos, et mettre tout cela en résonance pour un projet d'avenir. Alors, facile à dire, me direz-vous, peut-être, mais comment on fait? Eh bien, justement, je pense que c'est là où ce qui est important, à nouveau, pas de baguette magique, mais par contre, essayer de clarifier les concepts, essayer de les articuler, en voir les origines, le développement, les conséquences, et à partir de là, savoir faire un pas de côté, mettre un stop, un recul réflexif d'observation, de façon à, comme disait Bérangère, passer de nos 5% d'actes conscients à le plus possible, et donc de trouver à l'instant où ça se passe la solution, même pas la moins pire, mais la meilleure. Et en fait, du fait que la vie est un processus complexe et évolutif, il n'y a pas une réponse qu'on pourrait écrire, graver dans le marbre, nous, pour l'éternité. Non. C'est là où notre intelligence humaine nous distingue de la bêtise artificielle ou l'artifice d'intelligence et la robotique qui les supporte, pour nous amener justement à être créatifs et à être en lien avec nous, avec les autres, avec la nature et avec le monde. Et ça, c'est un programme, je trouve, exaltant parce que personne ne l'a écrit pour nous, ou plutôt celui qu'on souhaite peut-être dans un agenda quelque part à Davos ou ailleurs être écrit, eh bien justement, on peut essayer, on peut s'en emparer parce qu'il est publié. Donc en fait, rien n'est caché, hein.
tout est au grand jour. Il suffit juste de lire les textes, lire les projections, les analyses et ce monde meilleur hein, qui nous est toujours promis, mais qui, bien sûr, ne tient pas ses promesses. Pour que nous-mêmes, eh bien, nous soyons capables, du local jusqu'au plus grand nombre, à faire autre chose. Et pour ça, en fait, les moyens sont innombrables. Il y a des soirées comme celle-ci où on va échanger dans la bienveillance, hein, tu l'as dit, il y a plusieurs choses. Mais il y a aussi tout un tas de groupes qui, au local, créent des monnaies locales, mettent en place des systèmes d'échange, réfléchissent dans des collectifs citoyens sur des problématiques liées notamment au bien commun, comment s'emparer des ressources pour les gérer durablement, équitablement, etc. Donc le chantier est immense. Je crois que c'est juste à nous de sortir un petit peu de la matrice, de se désintoxiquer de l'hypnose masse médiatique généralisée, et à partir de là, nous reconnaître. Et nous reconnaissant, reconnaître cette part d'indicible en nous. Et voyant cette part d'indicible en nous, eh bien, essayer de la rendre de plus en plus vivante, puisque c'est elle, tout simplement, qui fait le sel de la vie. C'est chouette, Florent, que tu nous ouvres cette triade, cette triple articulation, en fait, hein, qui peut laisser esquisser, en fait, un savoir de devenir, euh, pour autant que un des projets aussi individuels. Et je crois que il y a certains d'entre nous qui, dans la nature, Oui, ont désigné un index réflexif. tout à fait. Donc, le début de l'exploration réflexive est infini si je porte la nature et si elle est encore à développer pour que je sois dans ma souveraineté naturelle et non pas surnaturelle. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, des échos par rapport à ce savoir devenir, ou des questions parmi ceux qui sont avec nous, hein, n'hésitez pas d'aller sur le chat pour les évoquer, ou des remarques, c'est pas forcément que des questions. Et du coup, Bérangère, toi qui travailles avec Thomas qui est avec nous et toute cette dynamique par le théâtre et aussi par des groupes d'apprentissage qui sont sur une an, 2 ans, 3 ans. Toi-même, tu as supervisé en fait au sein d'une école d'art, Bérangère. Comment tu vois aussi se construire dans des groupes, puisque la dimension de groupe et de collectif est forte. Quelle observation? Tu parlais de la qualité de l'observation, ton recul professionnel, euh, tu pourrais nous faire part de ces jeunes et de tous ces apprentis professionnels qui se forment. Certains pourraient être acteurs, puisque le théâtre qui est ton outil, si je comprends bien, principal, ou intervenir dans différentes situations sociales, en hôpital psychiatrique ou dans différents lieux de médiation, puisque Thomas, avec qui tu travailles, est particulièrement agile pour permettre l'introduction du théâtre là où un espace peut être propice. Mm. Mm. Justement, il me semble que l'espace du théâtre, euh, peu importe la forme, est une capacité ou une ouverture à l'indicible. Et Florent a dit comment faire pour passer des mots aux actes. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que quand j'écoutais Florent, ça disait à l'intérieur de moi, en tout cas pour moi, ça passe vraiment par le corps, c'est-à-dire que moi, j'ai cette notion de transdisciplinarité et tout ce que j'ai appris récemment en découvrant les travaux de Florent, sur le plan théorique, c'est quelque chose qui, pour moi, part du corps et quoi qu'il se passe sur différents plans, revenir dans le corps, être dans le corps s'exprime et de revenir aussi à cette nature humaine que nous sommes et sortir du mental. Et je pense que c'est euh, ce que permet le théâtre, au-delà de l'imaginaire, c'est surtout d'autoriser sans les mots, parce que c'était la question, comment faire pour passer des mots aux actes, ben justement, et si il n'y avait pas de mots,
et que seul le corps pouvait nommer. Et c'est ce que je travaille notamment en playback théâtre, théâtre du récit, où on vient honorer des histoires à travers le corps, la voix, le chant, la danse, avec de la musique aussi, qui peut être live, qui soutient les récits. Et il m'est arrivé souvent que pour refléter des histoires, ça ne passe pas par ma tête en fait. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur et du corps qui se laisse traverser par des mots et comment le corps sait et est parfois beaucoup plus agile et beaucoup plus loquace qu'on pourrait le penser dans sa tête en fait. Et voilà, le théâtre permet justement euh, un champ des possibles, un champ d'exploration où les mots ne suffiraient pas à le décrire ou à l'expliquer. Je sais pas si je suis claire. Et tu es clair comme de l'eau de roche dont parle Patricia, qui nous dit sur le chat, Ouais. qui parle d'un continuum et qui mentionne en fait une phrase de Gaston Bachelard, euh, le nôtre dans l'eau et les rêves. Et je cite Patricia, hein, il y a continuité entre la parole de l'eau et la parole humaine, ce continuum. Oui. Alors j'aimerais revenir juste sur cette notion de théâtre. Peter Brook était un des 40 fondateurs du CIRET, hein, qui nous a quittés il y a quelques années, pas si longtemps que ça en fait. Et nous avons beaucoup d'hommes de théâtre, hein, mais d'artistes en général, hein, que ce soit des poètes, des plasticiens. Et d'ailleurs, nous avons une, euh, une collection chez l'Harmattan qui s'intitule Interface et transdisciplinarité. Et un des deux prochains auteurs que je vais faire sortir là est un homme de théâtre, Marc-Georges Klein, né en Alsace et expatrié maintenant au Mexique. Et son ouvrage qui s'intitule Les clés des chants rend compte de toute son évolution depuis sa formation jusqu'à son expérience professionnelle d'un art du théâtre mis au service de la vie. Alors évidemment, dans l'Amérique centrale et latine, il a rencontré le théâtre de l'opprimé, le théâtre de l'émancipation, et il a beaucoup travaillé au Chiapas avec ces communautés autonomes et voir comment le théâtre était en effet un moyen d'expression qui, au-delà des mots, par les corps, parce qu'en plus il y avait la question de la langue hein, qui se posait, a pu amener à des dispositifs de vivance, hein, la vivencia. Et ça, je crois que ben, les latinos sont très avancés hein, par rapport à nous. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, quand leur pose cette question, les yeux fermés, où se trouve la nature, la plupart du temps, ils se montrent et ils s'incluent dedans. Mm. Et en écho de l'intelligence artificielle, puisque je l'ai utilisée pour demander une réduction qui, j'espère, n'est pas souffrance pour toi, mais j'ai demandé, en fait, j'ai fait comme requête de l'ensemble des travaux de Florent Pasquier. Quelles sont les principales facultés et compétences qui sont étudiées? Et du coup, il y a une dizaine. Je vous les livrerai pas là parce que la première, qui arrive, en fait, c'est celle que tu as pratiquement spontanément évoquée, hein, c'est la compétence intégrative. Mais la dixième et dernière, je veux aussi l'évoquer parce qu'elle me paraît aussi raisonner pour nous dans notre écosystème anthroposophique, c'est la compétence ontologique, rapport au sens, à la vocation, à l'être, comprendre son rapport au monde, à soi, à ce qui nous anime profondément, d'aller jusqu'à la recherche du sens euh, profond. Et on peut aussi imaginer que dans ton savoir devenir, tel que tu nous l'évoques, il y ait aussi une forme de connaissance ou de révélation de soi-même dans son essence ou dans sa quête. C'est-à-dire, pour reprendre la grande fresque historique du Graal, et je crois que parmi nous, il y en a comme Sébastien, je te salue, qui travaille beaucoup sur la question, c'est-à-dire à travers des parcours
de ce qu'on vit dans son activité. Et j'aime beaucoup ta conjugaison entre le professionnel, le développement perso et ce qui peut se passer en groupe, qui peut être d'ailleurs dans des espaces non professionnels et non perso. Comment le sens qui taraude beaucoup, notamment les jeunes, cette absence qui peut convenir à se demander s'il faut rentrer dans le monde, voire dans une profession, hein, c'est la question de l'orientation. Comment finalement les compétences d'avenir, c'est d'aller le chercher, ce sens, c'est que des contextes soient favorablement organisés, euh, là où on n'est pas forcément sûr de à quoi on veut contribuer, comment ça peut être un chemin de recherche. Donc j'imagine que dans ta pratique et dans ton expertise des sciences de l'éducation, c'est sans doute un des sujets que vous travaillez et peut-être une coopération ou peut-être des sujets de recherche à opérer avec notre écosystème. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais je peux te faire un petit retour. C'est amusant que et intéressant que tu évoques le Graal, hein, parce que parmi les premiers membres du CIRET, il y en a un qui a traduit toute cette littérature médiévale autour de cette question en portugais et qui a ouvert à Sao Paulo une librairie uniquement dédiée à ça, Amerigo euh, Sommerman. Et cette question de ce qui nous dépasse, qui va plus loin, j'aime beaucoup écouter le philosophe Vergely, parce que lui, il n'a pas eu peur dans des classes de BEP, CAP, de parler de l'âme à ses enfants en difficulté scolaire dans les voies classiques, et qui en fait se nourrissait, dit-il, totalement de cette chose nouvelle pour eux que leur milieu, leur classe sociale généralement ne leur permettait pas d'appréhender. Et effectivement, dans mes travaux, j'en ai pas encore parlé, mais si je pousse un peu dans cette direction de l'indicible et que je veux le mettre en lien avec les valeurs civiques, hein, puisque on parlait de savoir-être tout à l'heure. Donc, dans le cadre républicain, qui sont ces valeurs de fraternité, d'accueil, d'inclusion, voilà un mot très utilisé également dans mon milieu, eh bien, j'arrive, je le dis un petit peu abruptement, à la notion de spiritualité laïque, hein, puisqu'en fait, le mot de spirituel ou de spiritualité rend compte, là où j'en suis de cette démarche, cette triple démarche professionnelle, personnelle et collective, m'amène à cette notion d'une spiritualité que je qualifie de laïque, dans les pas de René Barbier, pour la rendre justement républicano-compatible, et donc que ça ne soit plus un gros mot, mais que ça puisse devenir, notamment dans le cadre des parcours citoyens, mais encore plus de l'éducation à la laïcité, euh, dont il existe une charte de 14 ou 15 articles qui est placardée dans toutes les entrées des établissements scolaires et qui explique cette laïcité à la française, hein, puisque la turque ou la québécoise n'est pas la même, ne se comprend pas de la même façon, et qui dit qu'en tout cas, il n'y a pas de sujet tabou et que tout doit pouvoir être discuté en lien avec le développement de l'esprit critique et du recul réflexif. Donc voilà, j'en suis là et j'en profite, comme j'ai cité quelques bouquins, pour citer mes deux derniers, hein, qui traitent de ces questions-là. Donc un livre assez théorique avec la transdisciplinarité, le transpersonnel et ce que j'ai appelé la transtechnologie, pour rebondir un petit peu sur tes notions de numérique de tout à l'heure, intitulé La quantique des quantiques, puisque comme je le disais au tout début, tout ce dont nous parlons ce soir a été permis par la révolution quantique de 1905. La quantique des quantiques, transpersonnel, transdisciplinarité, transtechnologie, ces sciences modernes qui redécouvrent le spirituel. Hein, c'est-à-dire que maintenant nous avons des savoirs savants qui nous permettent de quitter cette intuition que nous avions de ce qui est plus grand que nous pour pouvoir le décrire quasi scientifiquement.
Et l'autre ouvrage, coécrit également avec trois autres collègues, s'intitule Éducation, laïcité, spiritualité. Et là, ramène une douzaine d'auteurs, ramène dans le champ de l'expérience et de la pratique. Il me semble qu'il y a un soignant de l'âme parmi les 12, pas juste un soignant du mental, qui s'exprime également sur ces questions-là. Super. Peut-être Louis, au même titre que tu nous as introduit l'infini de Victor Hugo, et peut-être en écho avec justement ces propos de Florent, à la fois toi qui activement promeut la science goethéenne, c'est-à-dire une approche active de la pensée par l'expérience plus que par l'évocation d'un corpus de connaissances existant, euh, respectable, mais peut-être dans lequel on ne doit pas s'apesantir. Et toi, Louis, qui travaille beaucoup la question de la technique et de la technologie, est-ce que comment tu vois ce savoir devenir dans la relation justement avec la technologie qui grandit et qui peut nous inquiéter? Y a-t-il source de compétences dans cette friction avec la technologie et la technique? Mhm. Ben, en fait, peut-être partager avec vous trois choses qui me sont apparues en écoutant l'échange, en fait, et en laissant résonner, d'une part, ces trois notes de musique de Victor Hugo, et puis les contributions de Florent et Bérangère. Euh, J'avais vraiment cette question qui résonnait. Quelles sont l'essence des compétences aujourd'hui? Et puis ça a pris cette forme que je peux vous partager, du silence, de la mort et de l'amour, c'est-à-dire apprendre à être face au silence. Il me semble qu'aujourd'hui, ça n'est pas du tout une évidence dans le contexte culturel dans lequel on est. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi parce que j'ai aussi, moi, ma petite part d'expérience théâtrale, où le théâtre peut être un excellent outil, apprendre à faire face au silence, pouvoir presque accepter l'infini silence, la mort parce que nous sommes, plus que dans d'autres civilisations, euh, la proie de la peur de la mort, parce que nous sommes éduqués dans une civilisation qui a tendance à valoriser le matériel et donc l'attachement à notre existence pourtant mortelle. Et donc, et ça c'est un des premiers pas de toute spiritualité, d'apprivoiser cette question de la mort. Et savoir mourir, c'est aussi savoir faire naître des imaginations, parce que les imaginations sont généralement quelque chose qui émerge d'une forme de collectif, toujours. Elles sont l'expression d'une collectivité, qu'elle soit naturelle ou humaine. Et pour qu'elles puissent naître, je dois pouvoir mourir à moi-même pour que naissent ces imaginations. Donc apprendre aussi à apprivoiser la mort et apprendre à mourir, à vivre ces petites morts. De toute façon, la vie nous les impose, quoi qu'il arrive. Donc mieux vaut savoir le faire. Et puis amour, parce que l'amour, c'est notre vie et et qu'en général, on le subit, ou disons, même si pour un temps, on peut être heureux avec nos amours innés et naturels, on arrive bien souvent à des limites où on se rend compte qu'il va falloir apprendre à aimer des choses que l'on n'aime pas encore, des choses qui nous sont difficiles à aimer, et que même quand ce nous est facile à aimer, on se rend compte après un certain temps qu'on a mal aimé, finalement, qu'on l'a mal fait, comme dit Brel. Euh, euh, et même trop, même mal, mais quand même, à un moment donné, on a peut-être envie d'être apprenti de l'amour. Donc, j'avais ce silence, mort et amour. Et je crois que ces trois, tout à fait au contact du monde de la technique aujourd'hui, le monde de la technique n'en est pas du tout exclu. C'est-à-dire que au contact de l'IA, au contact de toutes les formes de manifestations techniques, ce sont aussi trois choses qui me semblent euh,
pouvoir, peut-être grâce à la technique, avoir une conscience encore plus aiguë, acquérir encore plus de précision et oui, être de plus en aiguisé au contact de la technique, ces trois facultés. En tout cas, cette faculté du silence et de son cousin l'indicible, vous l'avez pratiqué en tout cas, le chat euh, n'a pas regorgé de questions parce qu'on était dans une autre qualité peut-être ce soir. Et au total, Bérangère, quand tu soulignais euh, la- le petit pourcentage de conscience et comment différents moyens, dont le théâtre, peut être amené à ouvrir et révéler des choses, ça veut dire que nous avons un champ que Gaston Bachelard d'ailleurs avait bien ouvert dans sa liaison avec tous les éléments forts qui sont une partie de son œuvre peut-être moins connue. On connaît l'épistémologue et on croit que il était dans une forme d'organisation de la pensée, bien au contraire. Et d'ailleurs, Louis, tu as créé des groupes où on a pu explorer ça. Euh, et le travail est encore immense, justement, à la fois de cet inconscient, ça veut dire déguiser des forces de conscience. Donc voilà, nous avons, durant cette heure et demie, esquissé, touché ces questions en écoutant des compétences qui viennent et sans doute faire œuvre. Et avec le SIRET, est-ce que tu évoquais de ce qui se trame dans vos travaux, peut-être d'organiser des lignes de recherche et d'exploration qui peuvent être en coopération. Et je trouve stimulant cette idée du savoir devenir. J'achète, Florent. Je te l'offre. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup pour la qualité hein, de vraiment de cet échange et cette écoute tellement palpable. Mm. Merci beaucoup. Merci. Merci.